ensemble avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman pour financer votre bien au meilleur taux. Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission transfrontalière, cette fois consacrée aux assises de la transition énergétique. 3 jours pour discuter de l'avenir et de l'environnement avec des collectivités, des scientifiques, des experts. Le Grand Genève accueille cette édition 2022. Le moment pour nous de faire le point sur ce qu'il se passe sur notre territoire du Grand Genève, avec d'abord des élus Grand Genevois avant de laisser la place à davantage de techniques et de comparatifs entre les territoires, avec notamment l'exemple de Dunkerque. Vous découvrirez aussi un reportage réalisé dans le cadre du Off des Assises. Tout ça, c'est juste après l'actualité transfrontalière du mois. 95% des frontaliers souhaitent poursuivre le télétravail. C'est le résultat d'une enquête menée par le groupement transfrontalier européen. Parmi les arguments invoqués, un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle, moins de trajets et le respect de l'environnement. De nouvelles mesures transfrontalières ont été instaurées aux petites douanes du sud du canton. En août 2021, des feux de circulation avaient été installés à Soral, Sézien, Certoux et Chancy. L'installation a permis une réduction du trafic de 30%. Pour consolider la tendance, les feux ont été reprogrammés pour laisser passer encore moins de voitures. Depuis 2018, autorités genevoises et françaises essayent de trouver des solutions pour limiter le trafic dans ces petits villages et réorienter les automobilistes vers les grandes douanes. Un incendie a ravagé la sous-préfecture de Saint-Julien en Genevois. 70 pompiers ont été mobilisés. Le service d'incendie et de secours de Genève est venu en renfort avec 10 pompiers et 3 véhicules. Avec cet incendie, l'enjeu était de sauver les archives présentes sur place. Le plaisir d'accueillir en plateau Frédéric Perler, conseillère administrative en ville de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Sébastien Javogue, en charge de la transition écologique pour le Genevois français. Bonsoir. Et Frédéric Mani, président de la région Nyon. Bonsoir. Bonsoir. Avant de parler de transition écologique, environnement, on va quand même faire un point sur l'actualité qui nous occupe grandement en ce moment, avec cette crise ukrainienne, un contexte géopolitique très difficile. Le prix de l'énergie augmente, risque d'augmenter encore dans les prochaines années. Déjà un tout petit tour sur vos territoires. Est-ce que vous avez des leviers à actionner et qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire pour aider la population sur l'énergie ? Alors des leviers, c'est d'abord par de la compréhension. La meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc je pense que c'est un des messages sur lequel on revient beaucoup, d'expliquer à nos citoyens que la meilleure des énergies est celle qui n'est pas produite, que ce soit dans nos déplacements, dans notre logement. Et puis bien sûr que l'autre pendant, c'est d'essayer de trouver la capacité de produire le plus localement possible aussi. Sur le territoire du Genevois français, on est des élus du Grand Genève, on a aidé les citoyens à se structurer pour créer de l'énergie citoyenne, notamment par la mise en place de panneaux photovoltaïques sur des toitures. Voilà, donc ça c'est une action très concrète, directement portée par le citoyen, appuyée par les élus. Frédéric Perler, en ville de Genève. Alors ce que nous avons imaginé très concrètement, c'est par exemple la dernière saison de chauffe, c'est diminuer de 1 degré sur 12 bâtiments de la ville de Genève le chauffage et d'en mesurer les effets. Nous sommes en train de faire l'évaluation de cette mesure pour voir si elle est pertinente. Le deuxième élément, c'est que nous allons tester avec 2 entreprises sur une 50aine d'immeubles, on en a à peu près 800 de la ville de Genève, c'est des détecteurs, il s'agit de détecteurs intelligents qui vont permettre d'affiner la demande, le besoin en énergie en fonction soit de la météo, soit de comment sont occupés les logements. À côté de cela, nous avons aussi des campagnes d'information vis-à-vis des entreprises que nous allons sortir ces prochains jours pour diminuer les éclairages des vitrines, etc. Frédéric Mani, région de Nyon. La région de Nyon, ça fait déjà des années qu'elle travaille sur une recherche de diminution d'énergie, d'optimisation, de circuits courts. Exemple de diminution d'énergie, l'éclairage public.
sensibiliser nos communes territoriales vaudoises sur cette consommation exagérée de l'énergie publique, de l'éclairage public. Nous avons aussi des projets tels que la filière bois ou le pôle bois avec l'objectif d'avoir un circuit ultra court entre la forêt, la valorisation du bois et l'utilisation du bois comme énergie renouvelable. La commune de Founet, dans les Offs, a présenté un projet d'autoconsommation. Elle a utilisé tous ces toits des bâtiments publics, les a reliés et a relié les bâtiments avoisinants afin de garantir l'utilisation à 100% de l'énergie solaire produite. Un mot sur cette charte de la transition écologique du Grand Genève qui aurait dû être signée durant les assises en ce moment. Cette charte, cette signature a été repoussée à septembre, voire même plus, parce que un des acteurs du Grand Genève, notamment certains élus français, n'étaient pas d'accord avec certains axes de cette dite charte. Est-ce que ça veut dire que le Grand Genève a du mal à avoir une politique commune sur ce dossier-là? Est-ce que c'est plus facile d'avancer tout seul, Sébastien Javogne? Non, on sait bien qu'avancer tout seul, ça ne marche pas. Un très rapide rappel, cette charte est portée par le Grand Genève, 8 acteurs, on les a derrière nous. Donc on a l'ambition forte de placer la transition écologique comme fil rouge. On a beaucoup travaillé sur la mobilité, on a eu de beaux succès, le Léman Express est un beau succès, donc voilà, le Grand Genève sait porter des grands sujets. Et puis maintenant, ce sujet de la transition écologique qu'on porte au travers de la charte nous questionne beaucoup. Donc on décide plutôt de prendre un petit peu plus de temps. Voilà, il y a cette date du mois de septembre qui est maintenant un objectif pour mieux comprendre les enjeux et puis surtout mieux se comprendre sur les actions à mener après. Parce que les enjeux, c'est important, les actions, ça l'est plus. Frédéric Mani, pour vous, est-ce qu'il faut quelque chose d'essentiel dans cette charte? La charte, elle est essentielle en tant que telle pour le Grand Genève. Ce que vous avez dit, c'est que c'est repoussé à septembre, voire au-delà. Non, ça ne sera pas au-delà. La charte, ça sera en septembre. Elle est en lien avec plein de projets qui en découlent et des subventions européennes. On en a besoin de cette charte? On en a besoin pour aller de l'avant. Donc après, on est 8 partenaires, comme dans tout système démocratique. Pas tout le monde peut être d'accord, mais la minorité ne freine pas la majorité. Et donc, on verra bien ce qui adviendra. Ce qui est essentiel, c'est que tout ce qui se trouve dans la charte, c'est tout ce qui se traduit autour de vous en ce moment aux AETE. Donc la volonté d'aller de l'avant, la volonté de la population de trouver une solution des crises qui s'annoncent, énergétiques, écologiques et autres, de toute manière, on devra passer par une sorte de charte, de convention, de travailler ensemble pour pouvoir arriver à des solutions rapides pour nos citoyens. Chaque zone, on voit, la ville de Genève s'est engagée à baisser de 60% ses émissions de CO2 d'ici 2030. Pour Nyon, c'est 40%, sauf erreur. Et puis pour la France en général, du coup, c'est 45%. On en est quand même assez loin encore. Alors il y a des projets un peu de partout qui naissent évidemment. Est-ce qu'on ne devrait pas mener des politiques beaucoup plus drastique? Frédéric Perler, sur le plateau de Jérémy Sédou, vous avez dit que vous rêviez un peu d'un centre-ville de Genève sans voiture. Est-ce qu'on ne peut pas aller très rapidement et mettre en place, être un peu un territoire précurseur dans quelque chose de très rapide? Ça vous fait pas rêver, ça? Frédéric Perler? Bien sûr que ça me fait rêver. Et là, on est confronté à la réalité. Hein. C'est qu'on vit dans une démocratie et que donc les autorités propose des mesures et le conseil municipal, les assemblées municipales, décident d'accorder ou pas un crédit qui permettra d'avancer. Alors, bien sûr que face à la lenteur politique, le temps politique qui est nécessaire de démocratie et puis l'ambition de réaliser de gros projets, je propose de faire plus d'urbanisme tactique, comme on appelle, pour donner une perspective à la population. C'est pas exactement ce que l'on souhaite là comme aménagement, mais ça permettra de réduire de temps le CO2 et dans ce sens-là, en matière de transition énergétique, j'ai des projets ambitieux. Par exemple, j'ai déposé une très grosse proposition qui vise, et c'est une obligation légale, à changer les doubles vitrages sur un certain nombre d'immeubles. Ce sont des gros investissements. Il y a aussi la végétalisation des toitures et la mise en place de panneaux solaires. C'est plus de 60 000 mètres carrés.
Il y a aussi des enjeux au niveau de la mobilité. Et puis, c'est aussi en finir avec les énergies fossiles. Donc, c'est se raccorder aux réseaux de chaleur qui sont menés par SIG. Et c'est là où nous avons une interdépendance ville, services industriels et cantons pour mener à bien ces projets. Frédéric Magny, est-ce que la région de Nyon a un certain pouvoir quand même, au-delà de la sensibilisation, pour mener des politiques ? Non, on n'est pas un quatrième pouvoir, Région de Nyon. On est vraiment une collectivité intercommunale qui, sur demande de communes, de groupements de communes, de porter des projets, des politiques, d'aider à regrouper nos communes derrière des besoins essentiels. Et les besoins énergétiques et écologiques font partie de nos buts de base de notre association. Donc, imposer ne permettra pas d'aller de l'avant. On aura un résultat à court terme, mais jamais à long terme. Donc il faut convaincre, il faut aller de l'avant, il faut communiquer, il faut démontrer. Et notre plan de législature est basé sur l'action et surtout vivre sa région. Sébastien Javogne, en 2018, le Grand Genève avait signé Pacter pour protéger un peu de la pollution, ce fameux Grand Genève. Il y a aussi la voie de covoiturage qui a été installée à Tonnet-Vallard. Ce sont des mesures qui sont quand même modestes finalement au regard de l'enjeu climatique. Est-ce qu'il y a des politiques à mener prioritairement dans les prochains mois en France voisine, au-delà de Genève ? Alors, que ce soit en France ou sur tout le territoire du Grand Genève, je crois que ce qui nous arrive avec l'Ukraine nous a fait prendre conscience d'une certaine forme de besoin d'accélérer aussi sur le changement. J'entends beaucoup parler de sobriété aujourd'hui, j'entends beaucoup parler aussi de transition énergétique, mais pour aller rechercher une nouvelle ressource. Pourquoi ? Parce qu'on nous coupe le tuyau à un moment donné, quoi. Alors est-ce qu'il faut passer par certaines crises pour pouvoir comprendre ces enjeux-là et accélérer ? Peut-être qu'il y a une certaine forme de pousser la démocratie vers l'intérêt général d'une manière un peu plus brusque, mais des étapes comme ça sont peut-être aussi malheureusement importantes. Et je pense que dans le Grand Genève et au côté français ou suisse, d'ailleurs, cette appropriation-là était forte et nécessaire. Très rapidement, une aspiration pour 2022 dans ce domaine de la transition énergétique. Frédéric Magny. Continuer à améliorer nos utilisations énergétiques, c'est-à-dire diminuer la surconsommation et le besoin excessif. Frédéric Perler. C'est véritablement rencontrer l'adhésion de la population dans ce mouvement justement de sobriété, c'est-à-dire de consommer moins sans forcément créer avoir 3 pulls à la maison. Frustrations, mais surtout mettre sur les rails véritablement ces grands projets qui vont nous permettre à la fois de diminuer des îlots de chaleur, mais aussi de diminuer notre consommation d'énergie. Et ça me tient vraiment à cœur. Sébastien Javogne. Écoutez, moi c'est un peu dans la même mouvance. Il y a quelques sujets qui arrivent et qui vont peut-être nous permettre de voir cette transition, pas qu'énergétique mais écologique autrement. Je pense beaucoup au social, parce qu'il ne faut pas qu'on loupe le train du social. Et il y a un enjeu qui est important aussi sur la santé. Voilà. La santé est un levier important, de se dire si on mange mieux, on aura une meilleure santé. Voilà, c'est tous ces enjeux-là, je pense, qui sont devant nous aussi, qui nous permettront d'avoir une meilleure appropriation aussi de nos citoyens et qui viennent nous bousculer un peu plus fort aussi, parce que je pense que les élus, on a besoin d'être bousculés pour avancer un peu différemment. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Dans un instant, un nouveau plateau avec de nouveaux invités pour ces assises de la transition énergétique. En attendant, découvrons ensemble un reportage réalisé dans le cadre du OFF de cet événement. Avec près de 80 activités proposées au public sur le territoire, nous sommes allés à Divonne et à Plan-les-Ouates. Le cuivre. Nous sommes à Plan-les-Ouates avec l'association No Ops. Des métaux. Ici, un atelier pour montrer comment recycler les téléphones. Car les fabricants pratiquent l'obsolescence programmée. Un objet est fait pour durer moins longtemps. Il y a différentes techniques pour accélérer le cycle de vie d'un produit. Et ces techniques, elles visent à ce qu'on ne puisse pas les ouvrir, on ne puisse pas réparer les produits. Quand il est possible de réparer, les téléphones retournent sur le circuit. Sinon, il faut les dépecer pour en extraire les matières. On peut retrouver dans les matières principales l'aluminium, le cuivre extrait des microphones. La mise en structure adaptée est essentielle. Autant aujourd'hui démonter ces appareils à la main plutôt que de les broyer
dans des grosses machines industrielles où on ne sait plus très bien après quoi faire de ce qui sera issu. Bien loin de la technologie des smartphones, à Divonne, on plonge dans la machinerie du XXe siècle. La turbine est lancée, en quelques secondes la lumière jaillit. Aujourd'hui musée, le lieu date du XIIIe siècle. Dès le XIXe, il a servi à la production hydroélectrique, au moment où la ville est devenue centre thermal. Donc depuis 1887, c'est devenu une usine électrique privée. Et ça, c'est très important, parce que ça lui a permis de fonctionner jusqu'en 1990. En 2005, le lieu a été repris par l'association Divonne Electro. Les machines entièrement rénovées en plus de 15 000 heures de travail par les bénévoles. Notre plus vieille machine, elle date de 1902. Ici, vous avez un moteur thermique, 20 litres de cylindrée. C'était très important de conserver ces machines qui sont la plupart françaises et suisses, donc aussi ce lien de la frontière. Annie, elle, fait visiter aussi à l'extérieur sur un parcours longeant la Divonne. Nous avions sur une distance de 500 mètres 12 moulins, très près les uns des autres, ce qui prouve que les anciens savaient parfaitement exploiter la force de l'eau. Pour les membres, l'aventure hydroélectrique serait bonne pour l'avenir. Il y a plus de 150 ans, Divonne était pionnière et avait de l'avance sur son temps. On peut produire de l'électricité renouvelable, donc on peut le dupliquer un peu partout. Un moulin à découvrir tous les mardis et dimanches matins et pour les journées du patrimoine fin juin. Retour en plateau avec 3 nouveaux invités. Cédric Petitjean, directeur de l'Office de l'énergie à Genève, bonsoir. Bonsoir. Jean-François Montagne, vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque, bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Caron, grand témoin des assises et directeur de la Fabrique des transitions. Justement, ce rôle de grand témoin des assises, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors le but, c'est de challenger, de questionner au fur et à mesure des 3 jours les tables rondes, les séances plénières, avec une grille de lecture qui vient du fait que j'ai créé avec d'autres la Fabrique des transitions, qui est une approche des transitions qui dit que le sujet n'est pas technique d'abord. Le sujet est comment on arrive à se transformer une certaine vision du futur sur un modèle plus sobre, qui prend mieux en compte les grands communs dont le climat, qui est essentiel, et qui du coup va plutôt regarder comment on a des politiques qui vont emmener la société, mobiliser les acteurs et créer les espaces pour qu'ensuite les énergéticiens, les réponses techniques puissent venir se développer. Alors l'idée de ce plateau, c'est de comparer un peu 2 territoires transfrontaliers, donc le Grand Genève évidemment, et puis Dunkerque qui a sa frontière avec la Belgique, avec la Flandre plus précisément. Quel regard transfrontalier vous avez sur la transition énergétique de votre côté ? Est-ce qu'il y a des politiques communes qui sont menées à ce niveau-là ? Alors vous l'avez compris, nos territoires entre Genève et Dunkerque sont très différents. Nous voyons de loin nos voisins. Pas de montagne. Voilà, il n'y a pas de montagne. Et donc forcément, nous les voyons bien. Nous avons le même sol, nous avons la même côte, nous avons la même agriculture, nous avons le même patrimoine culturel. Et donc forcément, nous sommes amenés à devoir collaborer, coopérer. Notamment en termes d'énergie et surtout sur un des points qui est très important chez nous, c'est la ressource en eau. Nous avons des véritables problématiques de gestion et de ressources de l'eau, notamment en termes d'inondation et aussi du recul du trait de côte. Donc il faut absolument qu'on arrive à s'entendre et il y a une véritable coopération transfrontalière qui s'établit autour de la gestion de l'eau. Vous avez la mer à côté, vous pouvez faire de l'éolien. Est-ce que les projets sont menés de manière transfrontalière ? Alors, en termes d'éolien offshore, puisque donc ce sera des éoliennes en mer, nos amis belges sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine. Alors pour l'instant, pas de coopération transfrontalière, mais nous lançons aussi tout un programme d'éoliennes offshore.
Cédric Petitjean, à Genève, on a pas mal de projets qui sont menés, mais on a quand même une impression de lenteur par rapport au changement climatique qui va beaucoup plus vite que les impulsions qui sont menées. Est-ce que vous avez pu analyser, comparer notre territoire par rapport à d'autres grandes métropoles, peut-être ? Bien entendu, et dans le cadre des assises, eh bien, c'est le moyen de s'inspirer des autres métropoles. On va peut-être plus doucement, pas sûr. On a des ambitions qui s'expriment différemment. On a des systèmes législatifs qui sont complètement différents également. Tous ensemble, cette coopération nous permet d'avancer nos thématiques. Quand on entend et qu'on partage, on a les mêmes problématiques par rapport aux thématiques de l'eau, aux thématiques de l'air, par rapport à la mobilité qui est un enjeu transfrontalier dans le cadre du Grand Genève, mais aussi en lien avec la transition énergétique. Donc toutes ces collectivités sont inspirantes pour atteindre nos objectifs, pour collaborer, pour avoir des retours d'expérience. On n'est plus dans un débat d'experts techniques, mais vraiment dans des façons de faire, dans des approches avec la population et avec les systèmes institutionnels pour faire avancer cette transition énergétique. Jean-François Caron, quand vous voyez ces territoires, vous avez un œil un peu sur l'ensemble du territoire français. Évidemment, la France a beaucoup de frontières avec des pays voisins. Comment est-ce que vous voyez tout ça? Et puis, comment est-ce qu'on incite une collectivité à se lancer et peut-être même à partager une expérience avec un pays voisin? Alors déjà, je pense que toutes les collectivités, tous les territoires aujourd'hui considèrent que la transition n'est plus une option, qu'il faut s'en occuper. Et donc, il y a une recherche, on le voit, nous, dans l'accompagnement qu'on fait au niveau national en France. Il y a une recherche de la commune de 500 habitants comme aux grandes métropoles de réponse opérationnelle. Et ça nous parle parce que nous pensons que la transition s'initiera par les territoires. Parce que le territoire, il permet la proximité avec les habitants, donc il permet la proximité pour l'engagement, parce que ça ne va pas se faire en mode gestion tranquille. Faut y mettre ses tripes, si je peux dire ainsi, pour avoir une transition qui soit efficace. Le territoire permet d'avoir une approche systémique. Alors c'est un gros mot, mais ça veut dire qu'on doit regarder ce que ça crée comme emploi, comment ça corrige ou pas les questions de justice sociale et en quoi c'est compatible avec les grands enjeux environnementaux climatiques. Le territoire permet de montrer des signaux concrets dans chacun de nos 3 territoires. Moi, dans le mien, il y a une église solaire. C'était la première de France. À chaque fois qu'on va à la messe, on voit le solaire. Et pour la population de base, pas les gens qui sont archi motivés comme nous, il y a une petite musique, nous sommes en transition. Donc le territoire est un espace sacré pour la transition. Est-ce que c'est plus facile de mener ces politiques dans des grandes villes ou plutôt dans des petites communautés finalement? Alors en fait, il faut que chaque niveau se mobilise. La proximité facilite l'engagement. L'implication habitante, elle se fait difficilement sur des choses qui la dépassent, mais pour son quartier, pour son école, on va s'impliquer. Et en même temps, d'avoir des grandes infrastructures, des grands territoires, des grandes métropoles, permet du développement d'infrastructures de mobilité, par exemple. Et donc, on voit bien que c'est à la fois créer des conditions à grande échelle qui vont permettre d'offrir d'autres alternatives pour se chauffer, pour se déplacer, pour manger, etc. Et en même temps tenir la proximité. Et l'avantage des grandes villes, c'est qu'elles peuvent et développer une politique de quartier et développer une politique macro. Donc il n'y a pas d'espace privilégié. De toute façon, ça requiert l'engagement de tout le monde. Il y a encore pas mal d'endroits à Genève où il y a du simple vitrage, on a aussi des chaudières à mazout encore. Il y a toujours un débat, est-ce qu'on doit passer par une énergie qui est un peu moins pire que le mazout, typiquement le gaz, ou est-ce qu'il vaut mieux continuer avec le mazout jusqu'à avoir une énergie vraiment propre? Vous, quel regard vous portez là-dessus? Écoutez, vous le savez, à Genève, on vient d'adopter un nouveau règlement d'application sur la loi d'énergie qui, au moment du changement des chaudières fossiles, on doit se mettre avec principalement du renouvelable. Donc la question, en fait, ne se pose plus. Comment on fait du renouvelable? Eh bien, c'est grâce au réseau de chaleur à distance qui se développe à Genève ou des solutions décentralisées telles que les pompes à chaleur. Et s'il n'y a pas besoin de changer forcément la chaudière tout de suite? Mais en fait, vous avez une nécessité de financer cette transition énergétique. Et donc, un objet est amortissable. Aujourd'hui, vous le changez. Dans 15 ans, il devra être remplacé. Donc, il faut aussi penser que
tout le tissu économique doit se mobiliser. On a besoin de professionnels, de compétences à monter. Donc, on ne pourrait pas faire tout en même temps. Vous avez évoqué le simple vitrage, qui est un sujet cher aux Genevois. Eh bien, il a fallu du temps pour que les entreprises, pour que les propriétaires aient l'argent et aussi les compétences pour déployer ce changement de vitrage. Vous, en tant que directeur de cet office, quels sont vos grands rêves finalement, si vous pouviez d'un claquement de doigts aboutir à quelque chose pour Genève, pour le Grand Genève, ce serait quoi? Mettre l'accent sur quoi prioritairement? Mais vous savez, aujourd'hui, le plan directeur de l'énergie qui a été adopté il y a 18 mois par le Conseil d'État donne un objectif relativement ambitieux, c'est abaisser de 60% les gaz à effet de serre. C'est 130 km de réseau de chaleur. On peut le faire, selon vous, vu qu'il y avait les mains dans le cambouis? Il faut le faire. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on y arrivera? Mais bien sûr, c'est notre ambition. C'est dans 8 ans. C'est dans 8 ans, mais c'est notre ambition. C'est ainsi qu'on doit donner cette dynamique. Et comme vous le dites, le claquement de doigts, ça serait de se retrouver dans 8 ans et de discuter, de dire on a cette transition énergétique, on a ce déploiement d'infrastructures réseau et on atteint nos objectifs. Un mot pour conclure, on arrive déjà au bout, Jean-François Caron. S'il fallait choisir une énergie pour être sûr d'aller de l'avant et d'être dans quelque chose d'écologique et de viable économiquement, vous, qu'est-ce que serait? Ah, je vais vous surprendre. La première des choses, c'est l'économie d'énergie. L'économie d'énergie, si vous prenez l'ensemble des bâtiments de France ou de Suisse, qui sont aujourd'hui des passoires thermiques plus ou moins graves dans leur impact, si vous traitez ça, vous ne consommez pas d'énergie, vous réduisez les factures de ceux qui sont dedans. Donc vous avez une logique de justice sociale et de pouvoir d'achat et de pouvoir pour les gestionnaires des bâtiments. Vous créez des nouveaux emplois parce que quand on aura réhabilité tous les logements et structures comme celle-ci de France... Mais je crois qu'il faudrait plus de 100 ans encore pour rénover, par exemple, l'intégralité des bâtiments genevois. Alors, franchement, non. Ça dépend si on s'en donne les moyens. Tout dépend des moyens. Si on le fait à moyens constants comme on le fait aujourd'hui, oui, il y en a pour un siècle. Mais pour dire qu'on a souvent le piège de dire qu'est-ce que je crée comme nouvelle énergie. Il le faut, bien sûr. Les énergies renouvelables, il le faut. Mais le premier gisement, c'est d'arrêter les gaspillages. Et ça ne veut pas dire revenir à la bougie. Là, il y a des maisons à Los Angeles, on est à peu près à 10% des logements où les gens ne payent plus de chauffage parce qu'ils sont en énergie positive ou en maison passive, etc. Vous savez, la mobilisation des habitants, elle est vite vue. Hein. Les gens disent, moi j'en veux de la transition comme ça. On a la formule magique. Ça y est. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle thématique transfrontalière. Au revoir. Ensemble, avec les experts hypothécaires de la Banque du Léman, pour financer votre bien au meilleur taux.